Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Stéphanie Bellinger-Henk, commissaire scolaire Ville-Marie. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Oui. Dites-moi, est-ce que je suis curieuse, hein? Oui. Est-ce que vous êtes native de Montréal? Pas du tout. Non? Avec un nom pareil, non. En fait, je suis arrivée à Montréal il y a 22 ans. Je suis née à Paris d'une mère suisse et d'un papa français. Puis, je suis arrivée étudiante pour compléter ma maîtrise. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour Montréal. Puis, je suis restée. J'élève ma petite fille. Puis, je suis également épouse d'un Cambodgien, d'où le Heng. Donc, ça... Ah bon, voilà. OK, le nom de famille Heng. Oui, exactement. OK. Parlant de votre petite fille, Oui. vous êtes c'est une petite fille franco-cambodgienne, hein? Franco-khmer et surtout très québécoise. Oui, oui. Et oui. puis elle revendique clairement et elle en est très fière. Oui. Elle est ici, elle est à l'école primaire en 2e année dans le quartier, son quartier, le centre-sud, parce que ça fait, comme je disais, plus de 20 ans que je vis dans le quartier, dans le coin de Saint-Jacques, sur la rue Saint-Timothée, donc on n'est pas très loin. Et puis, notre quartier, on l'aime, on le voit évoluer, on aime son monde, on aime sa diversité et sa mixité. Ouais. Oui. Pouvez-vous me parler un petit peu, je sais que vous avez voyagé à l'étranger. Oui, beaucoup. Bon, c'était quoi votre parcours, là? Ah, c'est tout un... comme je viens, en fait, de France, comme je le disais tout à l'heure. Puis j'ai eu la chance de grandir avec des parents voyageurs. Donc, j'étais pas à mes premiers voyages. Et puis, à 32 ans, j'ai décidé de faire un tour du monde. Oh. Donc, j'ai quitté mon emploi ici, j'ai loué mon appartement et je suis partie avec 13 kilos de bagages, un sac à dos. Puis, j'avais décidé de partir en fait 1 an faire le tour du monde et je suis restée presque 3 ans. Et puis, l'idée, c'était pas pour voyager. Voyager pour voyager, c'est pas intéressant. L'idée, c'était de travailler, de m'engager auprès d'organisations œuvrant en éducation. J'avais un intérêt pour l'éducation, donc j'ai misé sur Aide et Action, un organisme qui œuvre beaucoup en Asie du Sud-Est, en Inde, au Vietnam, au Laos, en Chine, au Cambodge. Le Cambodge, là où j'ai rencontré mon mari finalement. Pourquoi? On bâtissait, on soutenait finalement des projets d'école pour les enfants des rues, pour les enfants issus finalement des milieux défavorisés ou avec un handicap, handicap sourd, muet. Donc, et puis également, par exemple, au Cambodge, on soutenait aussi une maison d'édition pour retrouver finalement et réécrire les traditions orales parce qu'après Pol Pot, tous les livres ont été brûlés. Ah oui. Donc il fallait retrouver finalement, aider cette maison d'édition à republier des livres pour l'école. Oui, oui. C'est toute une expérience que vous avez vécue. Oui, oui, oui. Ben, oui. C'est très enrichissant. On développait avec aussi un organisme, Cruzatme, qui travaillait beaucoup dans les camps de réfugiés, des écoles nomades. Tout ça donne aussi un aspect enrichissant certes, mais aussi qui donne aussi, qui valorise l'importance de l'école et son importance dans des milieux très très difficiles comme au Laos ou comme pour ces en Vietnam, pour ces enfants-là, parce que plusieurs de ces enfants travaillaient. Ils étaient la source de revenus des familles. Oh. Donc on devait composer à mettre en place des écoles en conciliant leur travail, parce qu'il ne fallait pas non plus négliger l'importance du revenu. Est-ce que c'était bénévole, une partie bénévole? Oui, oui, complètement. En fait, oui, oui, complètement, parce que j'avais la chance de pouvoir aussi écrire pour une maison de presse française, donc ce qui me permettait d'avoir un revenu qui soutenait aussi mon voyage. Oui. Donc moi, à cet organisme, je leur avais dit que je travaillais bénévolement, mais eux, ils avaient une contrainte en fait, parce qu'ils ont une base salariale, donc je touchais 99 dollars américains par mois. OK. Par mois? Oui, c'était le salaire, c'était pas le salaire des expatriés, mais c'était l'obligation qu'ils devaient, selon leur convention. Je dis, je vais prendre ce 99 dollars américains par mois, j'en avais pas besoin, mais
Mais Ok. c'était une façon de pouvoir travailler. Oui, puis ça, vous étiez logé, nourri? Non, je me logeais, je me Ah nourrissais. oui. Je logeais, par exemple, au Cambodge, j'avais loué un petit appartement parmi les Cambodgiens à côté du marché central. Alors, ils étaient toujours surpris de voir une blanche aller chercher du cochon au coin de la rue, manger un curry, m'asseoir avec eux et puis aller travailler à vélo. Donc, non, c'était vraiment très, très agréable. Oui, puis vous avez été parti pendant une période de 3 ans. Quasi hein? 3 ans, oui. Je Oui. suis revenue un peu déconnectée. En fait, quand on vit longtemps en Asie du Sud-Est, on a l'impression après de revenir dans une société où tout le monde est pâle. Oui, ok. Donc, tout le monde était bien blanc. Puis c'était un autre mode de vie, puisque j'en retire aussi cette façon de voir la vie, non pas fataliste, mais avec beaucoup de sérénité Oui, hein? et de croyance aussi en l'humanité. Je suis loin d'être défaitiste et je crois en l'humanité et je pense que ce voyage m'a fait grandir dans ce sens. Oui, ça apporte beaucoup. Beaucoup, oui. Puis vous avez apporté beaucoup aussi là-bas. Là. C'est Oui, un j'ai apporté échange. beaucoup, mais c'est un échange, ils m'ont appris énormément. Ils m'ont appris énormément, puis avec ma petite fille de 7 ans, bientôt 8 ans, j'essaie aussi de partager ce vécu parce que son papa, lui, est en bris culturel avec le Cambodge, parce que il a tellement souffert il est tellement bien ici qu'il refuse de partager finalement certains traits culturels et historiques avec sa fille, alors que moi je trouve que c'est essentiel dans son cheminement personnel. Donc finalement c'est moi, la Blanc-Bec, qui partage finalement la culture cambodgienne. Ah bon, d'accord. Oui. Puis vous avez dû, quand vous êtes parti comme ça, il va y avoir un choc culturel, là, avec notre manière de vivre à nous. Mais puis tout est là-bas. enrichissant en fait. Oui. Lorsqu'on n'a pas d'attente et lorsqu'on est assez ouvert à la diversité et à l'autre, et quand on a suffisamment confiance en soi en disant « mais moi j'ai tout à apprendre », on s'en sort beaucoup plus fort et puis on n'est pas dans le choc, on n'est pas dans... C'est sûr qu'il y a des différences culinaires, c'est sûr que quand on voit dans certaines contrées manger des insectes ou comme en Birmanie, on me dit on va aller couper le boa royal parce qu'on a l'honneur de t'inviter à la maison. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude à Montréal de manger du boa royal et puis d'aller choisir dans l'aquarium et puis le saigner comme ça. Oui. On prend sur soi et puis on respecte les coutumes locales et puis on apprend. Ouais. Oui, très enrichissant tout oui, ça. Tout à hein? fait, ouais. Oui, puis vous êtes linguiste et anthropologue de formation. Oui. Anthropologue, moi-même, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est en fait un terme qui veut dire on apprend sur l'homme, on apprend sur soi pour mieux comprendre l'autre et puis s'enrichir. Et finalement, moi j'ai plus étudié en anthropologie médicale, j'étais beaucoup plus intéressée par rapport à la période post-naissance, c'est-à-dire la période en fait chez les Chinois qui vivent à Montréal en terre d'exil, sur leurs besoins, la nécessité pour ces femmes de retrouver des traditions locales pour purifier leur corps après accouchement. Ah oui? Oui. Ah bon? Eh bien, oui. Donc, on s'imagine même pas le besoin de ces femmes de se retrouver en fait dans ce cocon culturel quand elles accouchent. OK, oui. Puis, votre implication, je sais que vous êtes impliquée dans le domaine communautaire. Pouvez-vous m'en parler de tout ça? J'étais beaucoup plus impliquée dans le domaine communautaire. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup mon quartier. Donc, quand ma fille est née, tout de suite, je me suis impliquée à l'Association des familles du Centre-Sud, un petit organisme qui a maintenant grandi, qui a aujourd'hui une maison des familles et j'en suis heureuse parce que, sans me donner quelques fleurs, j'en suis l'investigatrice de cette maison des familles et je suis heureuse de ce qu'elle devient aujourd'hui. Mais je suis toujours engagée auprès des organismes dans le sens où
je connais leur travail, je favorise leur travail et dans la mesure de mes possibilités et en termes de persévérance scolaire, en termes de réussite scolaire, en termes aussi de complémentarité aussi à notre travail comme commission scolaire qui est la réussite scolaire, donc une responsabilité partagée, ben, je les implique dans nos écoles et on travaille très souvent ensemble. Et par exemple, je pense à la Relance qui fait un travail exemplaire dans nos écoles comme Champlain ou Jean-Baptiste Meyer. Je pense à la Ruelle. Je pense aussi au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie. Je pense aussi à d'autres petits organismes comme Sentier Urbain qui permet de mettre du vert dans nos écoles, qui permet aussi d'enseigner aussi à nos enfants, à nos élèves. Le plaisir de la nature, la protection avec des animateurs horticoles. Donc pour moi, je trouve ça important et c'est important de les préserver et de les prémunir. Oui. C'est quand vous avez été élu comme commissaire scolaire? En novembre 2014. Novembre 2014, OK. C'était nouveau pour moi. Ma fille rentrait en pré-maternelle. Oui. Je n'avais aucune connaissance du système scolaire dans le sens où je ne connaissais pas comment ça fonctionnait. J'ai été approchée par l'actuelle présidente de la CSDM, Madame Catherine Harel-Bourdon, et également ma prédécesseur Agnès Connard, qui me disait « Écoute, Steph, tu es tellement engagée dans le quartier, tu crois très fort en l'école publique, et puis on pourra en parler longtemps. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour notre école publique. Elle manque d'amour. Il faut l'aimer, il faut y croire, il faut la soutenir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. La ville doit s'engager, les organismes s'engagent également. Mais le gouvernement du Québec doit s'engager un peu plus dans son école publique en abolissant déjà le financement public des écoles privées. On pourrait déjà avancer pas mal de choses et créer une émulation parmi nos élèves. Oui. Puis, vous savez, beaucoup à cœur, hein, la réussite scolaire des jeunes. Moi, justement, je connais l'école Saint-Anselme parce que quand mes filles étaient jeunes, elles sont allées à l'école Saint-Anselme au primaire. En primaire. Oui, aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup changé, là, les écoles dans le quartier? Oui, elles se sont données chacune leur propre couleur. Ça, c'est intéressant parce qu'on a la chance dans notre quartier d'avoir des directions engagées, des directions stimulantes. On parle de Saint-Anselme, M. Brunet est un exemple né. Il a donné en fait à cette école la vocation artistique, la vocation du théâtre. Et puis, il faut savoir du mime, précisément. Donc, il a développé, en fait, des projets, un programme en partenariat avec la Maison Théâtre, qui est un grand partenaire de la CSDM. Parce que vous savez que l'école Saint-Anselme aussi est un point de service pour des élèves avec des TSA, du trouble spectre de l'autisme. Et donc, en fait, le théâtre, l'expression finalement corporelle, théâtrale, permet en fait à ces enfants avec des besoins particuliers de trouver un autre mode de communication. Et puis ça permet aussi, puis ça favorise l'inclusion. Et puis c'est ça aussi notre école, elle est inclusive et on travaille beaucoup dans le quartier à la rendre encore plus inclusive. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Alors la rendant plus inclusive, c'est-à-dire permettre à tous les élèves, peu importe leurs défis, à pouvoir accéder à des programmes de vocation particulière et puis aussi tirer de l'expérience. On parle de Saint-Anselme, mais on peut parler de FACE, une vocation, parce que c'est aussi mon secteur, hein, FACE, il fait partie aussi de mon secteur. C'est où ça? L'école FACE, c'est sur la rue Université. Ah bon? Oui, parce que vous savez, mon secteur va jusqu'à Atwater, donc c'est un grand secteur. Ah bon? Donc, et justement, cette école a vocation particulière, musique, les arts. C'est une école qui est très courue par les parents pour X raisons, puis ça leur appartient. Prenons en fait l'exemple de cette école, retirons le bienfait de cette école et puis faisons des petits avec cette école pour permettre justement cette émulation dans les autres écoles de proximité de quartier. Oui, je ne savais pas que votre secteur, que ça allait aussi loin. Ah oui, il va très très loin. Il va jusqu'à rue Atwater et puis vous savez, au début de la semaine de relâche, justement, dans le secteur ouest de mon secteur, il manque précisément des écoles. Et puis,
je n'ai pas d'école dans ce secteur-là, puis j'ai 37 classes qui n'ont pas d'école. Ah, Ah bon. oui, 35 groupes de classes qui n'ont pas Ouais. d'école d'ici 2021. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis une école au Square Cabot. C'est-à-dire que j'ai, avec la complicité des directions du Centre-Sud, on a mis 15 pupitres dans le Square Cabot, Ah oui? dehors, à l'air libre, en disant on a besoin d'une école au centre-ville, une école, 3 écoles dans cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on croit très fort en l'école de proximité et que finalement, un enfant ne peut pas être transporté plus de 2 heures dans l'autobus jaune, dans le trafic urbain. Un enfant, il va à l'école de son quartier avec ses amis de quartier parce que la proximité, la communauté qui l'entoure, c'est aussi un facteur déterminant dans sa réussite. Oui, hein? Ouais. Puis, tantôt, on parlait du secteur vers le nord, ça va jusqu'où? Le nord, c'est Sherbrooke. Ah, la rue Oui, Sherbrooke, oui, oui, mais ça va il y a très- juste un petit Fay, c'est au-dessus de Sherbrooke, mais c'est comme si le directeur général des élections a dessiné sa carte électorale en fonction aussi du nombre de citoyens. Puis, Oui. étant donné qu'on a quand même une bonne partie aussi de nos élèves du Centre-Sud qui vont à Face, donc c'est aussi une façon Oui, de hein, l'intégrer dans mon c'est secteur. ça. Mhm. Puis, je me demandais, concernant les écoles secondaires. Oui, notre école Pierre Dupuis. Oui, Ouais. aussi. Le phénomène du décrochage, Ouais. ça, c'est... comment on peut faire avec nos jeunes pour les inciter à poursuivre? C'est un défi, Oui. c'est un défi de tous les jours. Ce qu'on a fait avec, déjà d'une part, vous savez, Louise, en fait, l'école Pierre Dupuis partageait sa direction avec l'école des métiers des faubourgs. Ce qui est chose du passé parce que ça fait 1 an qu'on a décidé, puis surtout j'ai milité très fort pour qu'on ait une direction d'école dédiée à Pierre Dupuis. Et puis, cette direction, elle est là pour rester. Alors, d'une part, ça crée un milieu plus stable. Ensuite, on a mis en place et on a implanté Moisson Montréal dans cette école Pierre Dupuis. Parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui a le ventre vide, il ne réussit pas, il décroche. Et je trouve qu'il faudrait travailler beaucoup plus fort au niveau québécois pour assurer la sécurité alimentaire dans toutes nos écoles publiques. Alors là, aujourd'hui, on a le club des petits déjeuners à Champlain. On va bientôt l'avoir à Jean-Baptiste Meilleur. Je travaille pour qu'il soit aussi dans 2 écoles primaires. Mais revenons à l'école secondaire. L'école secondaire, donc il y a Moisson Montréal. Donc Moisson Montréal fournit le petit déjeuner. Les élèves préparent leur petit déjeuner. Ils lavent la vaisselle. Ils sont là à l'heure, ils sont à l'école. Et donc ça justement, c'est un frein contre le décrochage. Ensuite, il faut aussi avoir des programmes stimulants, Louise. Oui. Pierre Dupuis c'est une des seules à avoir cyberécole, c'est-à-dire Arrobas. Arrobas, c'est un programme qui permet de faire tout son cursus sur de l'informatique, sur du iPad, développer des jeux vidéo. Donc pour ça, on a des partenariats avec Ubisoft, Cybercap. Il y a aussi la robotique qui est en parascolaire. Je vais essayer de l'intégrer dans le curriculum pour que ce soit plus dans le parascolaire, mais que ce soit intégré en fait à l'école secondaire Pierre Dupuis. Et la robotique, elle est aussi chapeautée par Fusion Jeunesse et Bombardier qui travaille beaucoup en fait avec notre école Pierre Dupuis. Oui, les jeunes aussi, je pense qu'ils peuvent faire appel à Allo Prof. Hein? Oui, Allo oui, Prof. maintenant les jeunes, Oui. puis les parents aussi, parce qu'il faut savoir aussi, nous parents, des fois on aimerait bien aider nos enfants, mais on est vite dépassés, hein, parce que le renouveau pédagogique, on se retrouve, les fractions, on ne les fait plus de la même manière. Vous imaginez un parent d'un élève du secondaire, maintenant Allo Prof a mis en place toute une capsule pour les parents et toute une plateforme pour les parents, pour les aider, parce que même moi, je suis pourtant diplômée, puis j'ai fait des hautes études. Puis lorsque ma fille me vient avec des fractions, avec sa logique de fraction, je n'ai pas vu cette façon de gérer les fractions. Oui, on est perdu. Hein? On est vite perdu. On est perdu, Ouais. oui. Je me demandais, vous, par curiosité, c'est quoi vos projets d'avenir, vos goûts, vos intérêts? Mes projets d'avenir, en fait,
Comme commissaire, j'ai beaucoup de projets sur la planche. Et j'aimerais les voir concrétisés dans le cadre d'un deuxième mandat. Je parle des écoles au centre-ville. Et le centre-ville, j'inclus le centre-sud. Parce qu'il faut savoir, Louise, que nos écoles arrivent à pleine capacité dans le centre-sud. Oui, on va en manquer des écoles. Hmm. Parce que la stratégie centre-ville prévoit de développer Radio-Canada, prévoit Molson, développer Molson, prévoit d'autres développements résidentiels. Puis il va falloir aussi travailler très fort pour implanter des écoles. Donc il faut y penser en amont avant que ce soit trop tard. Et donc j'y travaille très fort. Puis je veux que je sois présente pour les voir se concrétiser, se réaliser. Autre plan aussi, je travaille également, vous savez, la loi 144, c'était l'accès à nos écoles, aux enfants, peu importe le statut migratoire des parents. Puis je suis contente que Québec ait abondé dans ce sens, mais je fus une des précurseurs en fait de ce projet. Et dans notre quartier, on avait beaucoup d'élèves sans papier qu'on inscrivait dans nos écoles, que j'ai soutenu à poursuivre et puis à s'intégrer dans leur société d'accueil, parce que l'école est un tremplin pour l'intégration des élèves et de leurs familles. Ouais. Alors je continue, puis rendre notre école plus inclusive. Voilà ce qui m'anime tous les jours, parce que ma fille a ses amis dans ses écoles, ma fille aime son quartier, puis je le fais pour ses amis, pour les élèves. Puis la sécurité alimentaire, j'aimerais aussi, comme New York, que Québec adopte un programme de sécurité alimentaire. Alors j'aimerais le sensibiliser par le biais de nos prochains élus, en tout cas, parce qu'on va être en élection provinciale. Puis je travaille aussi dans les coulisses à ce que ce soit entendu. Oui, bien, vous faites un excellent Merci travail. Merci beaucoup, Louise. Merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir reçue. Ça fait plaisir. Merci Beaucoup. Bonne journée.